Bonjour à tous. Le sujet de cette vidéo sera de l'ordre de quelques réflexions très à propos du monde, en tout cas de la civilisation judéo-chrétienne, dans laquelle l'Occident a accepté, en tout cas institutionnellement, il a accepté de vivre. Et elles n'ont que de cohérence que par ce mécanisme-là. Alors, socialement, cette acceptation assez contestataire que l'on peut retrouver aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on va commencer par le sujet sur les Juifs et sur le fait que les Juifs sont accusés de vouloir dominer les autres peuples par la dette. C'est Alexandre Solzhenitsyn qui a un petit peu conceptualisé cette idée-là, qui l'a fait magnifiquement, avec beaucoup de génie. C'est un historien qui a beaucoup d'excellence en lui, et je vous présente donc l'ouvrage en question, c'est 2 siècles ensemble. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a toute une partie de l'histoire du peuple juif que Alexandre Solzhenitsyn ne dit pas, mais que des gens comme moi qui ont étudié un peu l'histoire des Juifs, qui s'est surtout passée dans l'Antiquité, donc avant Jésus-Christ, connaissent. Et toutes ces choses-là s'expliquent, et elles s'expliquent d'une façon beaucoup plus sereine, parce que quand vous lisez 2 siècles ensemble, bien entendu que vous avez une approche qui ne peut être que totalement complotiste. Le peuple juif a été, quelques siècles avant Jésus-Christ, il était dans l'impossibilité déjà de vivre dans son propre territoire, dans la terre d'Israël. Il n'en avait pas les moyens, tout simplement. Les taxations étaient tellement fortes en Israël que les Juifs la majeure partie des Juifs ne pouvaient vivre dans leur territoire, même s'ils le voulaient. Ils étaient obligés de vivre ailleurs, de s'exporter ailleurs, de vivre hors sol dans des pays limitrophes comme l'Égypte. Alors vous connaissez peut-être le cas de Éléphantine d'Égypte, qui est tout à fait révélateur de cette problématique. Mais la majeure partie des Juifs ne pouvaient pas vivre en Israël convenablement. Et beaucoup de fermiers ont été expropriés leurs terres. Les Romains ont exproprié beaucoup de ces fermiers, qui étaient un petit peu aussi des pôles culturels de là-bas, qui réunissaient beaucoup de communautés autour d'eux. C'est un petit peu normal, si vous voulez, que cet enclenchement psychologique soit encore là chez les Juifs, qu'ils veulent, par le moyen de la dette, retrouver ce qu'ils ont perdu par leur dette. C'est leur façon de procéder, point. Il faut connaître, il ne faut pas ignorer les choses qui existent déjà, ce sont des informations qui existent déjà et auxquelles tout le monde peut avoir accès. Les Juifs sont souvent accusés d'être un peuple dominateur, donc il y a un petit peu chez eux la problématique de domination, soumission. Là encore, c'est quelque chose qui est dans l'histoire juive depuis la déportation, depuis le retour des déportés de Babylone. C'est quelque chose de très connu et qui a besoin d'être un petit peu rappelé. Les déportés, quand ils sont revenus pour repeupler la Palestine, Néhémie, ça a été une des figures principales qui s'est occupé de ça. Donc il était mandaté par le gouvernement perse et à très forte échelle, c'est-à-dire qu'il a commencé par des reconstructions symboliques pour redonner la fierté au peuple juif, comme la reconstruction du mur du temple.
dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, tout cet aspect de légitimer le peuple juif et de le convaincre qu'il est différent des autres peuples. Mais Néhémie, il s'est installé en Judée, donc à Jérusalem. Il avait sous lui toute la province de Judée à mettre un petit peu, à infléchir toute cette province. Ce que voulait le gouvernement perse et ce qu'a parfaitement réussi à instituer Néhémie, c'est que Israël devait être complètement soumis à la politique perse, mais d'une façon totalement parfaite. Pourquoi ? Tout simplement parce que, à l'époque, les Grecs et les Égyptiens, quand ils se mettaient ensemble, ils étaient capables de beaucoup de choses, et notamment de déstabiliser le Moyen-Orient. Et cette déstabilisation, elle avait un point d'entrée qui était Israël. Donc les côtes israéliennes, ces côtes-là du Levant, il fallait à tout prix qu'elles soient sous domination perse, mais d'une façon parfaite. Ça a toujours été une exigence stratégique que les autres peuples ont eu vis-à-vis d'Israël. Cette parfaite soumission aux conditions pour que les choses puissent être politiquement envisageables. Donc voilà pourquoi spécialement en Israël, ces choses-là se sont passées. Donc c'est quelque chose qui est culturel aussi chez les Juifs, mais qui ne dépend pas spécialement non plus des Juifs. Vous voyez, la politique va toujours un petit peu plus vite que la pensée sage de l'homme. Aujourd'hui, on en est revenu un petit peu au même point, c'est-à-dire qu'on va vers une perspective mondialiste, et Israël, le peuple juif, s'inscrit depuis sa longue histoire dans cette course-là, dans cette politique-là. Il ne fait rien de plus, il ne fait rien de moins. C'est aux autres un petit peu de penser ce qu'ils veulent, de se projeter comme ils veulent. Israël va devoir un jour se retrouver sous mandat international jusqu'à pouvoir retrouver, être de nouveau sous l'autorité de ses habitants qui sont les Palestiniens, tout simplement. Moi, j'ai personnellement des profs universitaires qui collaborent dans l'écriture de livres universitaires, qui sont très reconnus et qui sont parmi les grandes autorités théologiques de ce pays. Et ils disent, beaucoup de ces gens-là interprètent par rapport au sujet du Dieu trinitaire, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils reconnaissent le Fils comme sorti du Père, donc Jésus-Christ, qui sort de Dieu, qui trouve sa liberté hors de Dieu et dans l'errance, avec bien ce statut de errant. Je souris un peu parce que je vous ai déjà parlé de ce problème qu'il y a eu avec les nomades. Donc c'est un problème qui s'est passé entre le bronze moyen et le début du fer, en fait. Donc bronze moyen, bronze récent. Babylone était le maître du Moyen-Orient et il en a profité pour refaçonner les structures économiques de cette région. Donc en Chaldée, il y a eu beaucoup de faillites. Donc il y a eu des gens qui se sont retrouvés un petit peu dans un déshéritage culturel. Il y a eu une déstratification culturelle qui s'est faite à partir de ce moment-là. Et des gens se sont retrouvés un petit peu nomades, mercenaires. Donc ça a donné les Rabirous en Palestine, ça a donné les Phéniciens au Liban, ça a donné des agents déstabilisateurs un petit peu partout pour le compte de Babylone. Mais c'était des gens qui au début étaient enracinés dans quelque chose, avaient de vraies occupations avant de devenir ces errants-là. Et ce Jésus errant que l'on nous dépeint aujourd'hui,
avec lequel on nous forme est tout à fait conforme à ces gens hors sol, assez déracinés, qui ont peuplé le Moyen-Orient antique. Voilà. Donc la culture même aujourd'hui occidentale se prête beaucoup à cette population que Babylone, de renouveau sur le devant de la scène, employait et manipulait à ses escients déjà à l'époque. Il faut bien savoir que l'histoire des dogmes chrétiens de l'Occident est surtout très politique. Et les théories actuelles, la conception actuelle par laquelle aujourd'hui la spiritualité occidentale se déploie, va toujours à l'encontre de la politique. L'institution religieuse avance main dans la main avec les institutions politiques, ici en Occident. L'Occident, s'il veut sortir un petit peu aujourd'hui, il a besoin de toute façon de sortir de cette perspective mondialiste. Parce que sinon il va lui arriver la même chose que ce qui est arrivé aux Juifs. Quelque part, oui, de toute façon il va falloir que ça change, il va falloir donc penser différemment la civilisation occidentale, mais il va falloir la penser intelligemment. C'est-à-dire que la seule façon de penser intelligemment aujourd'hui le changement, c'est d'informer les gens, c'est de leur faire comprendre certaines choses. Et donc il va falloir les sortir de cette idéologie consumériste pour pouvoir leur inculquer certaines idées. Et tout ça ne peut passer que par des think tanks traditionnalistes. C'est-à-dire que tout ce que les médias officiels vont sortant comme idéologie, que ce soit le véganisme, le racialisme, le genre, les problèmes écologiques, tout ça, c'est des fausses idéologies pour nous détourner des vraies questions que l'on doit savoir, des vrais sujets que l'on doit connaître pour devenir différent demain, pour ne pas mourir demain. Nous avons aujourd'hui une Asie qui est technologiquement supérieure à l'Occident, et pourtant c'est l'Occident qui a le droit aux meilleures matières premières. Donc tout ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas continuer indéfiniment. Donc il va falloir que tous les acteurs de la politique actuelle comprennent un peu qu'il va falloir changer les données, il va falloir les changer très radicalement. Et tout ça passe aussi par l'éducation des gens, par les gens qui reçoivent l'information, et ils ne peuvent pas continuellement les recevoir des médias officiels et de leur idéologie judéo-chrétienne. Ils nous sortent comme ça des problématiques sur lesquelles on doit réfléchir tout le temps, et qui ne sont pas celles qui vont nous donner les clés pour que le changement se passe en nous pour demain.